Depuis 2 vols, le Starship souffre de l'effet Pogo, un tueur silencieux qui a déjà mené à la création des machines à looping les plus chères de l'histoire. Mais au-delà d'un nom amusant, l'effet Pogo est aussi une véritable petite crasse du spatial, sur lequel beaucoup de fusées se sont déjà cassées les dents, tel un jogger sur une peau de banane. T'es sûr que c'est dans le script, ça? Non, pas du tout, pourquoi? Mais du coup, l'effet Pogo, c'est quoi? Quelle est son histoire, son impact dans le passé? Et que sait-on dessus? Eh bien ça, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Le 23 septembre 1958, une fusée soviétique Luna Witka-72, dérivée du R-7 Semyorka comme les fusées Soyouz actuelles, s'arrachait de son pas de tir de Baïkonour au Kazakhstan. Elle emportait à son bord le premier engin soviétique à tenter de rejoindre la Lune, avec pour objectif de s'y écraser. Ah bah, c'était la bonne vieille époque. D'environ 300 kilos, la sonde n'allait pourtant jamais atteindre la Lune. Seulement 1 minute 32 après le lancement, la fusée allait en effet soudainement exploser. Débute alors un long et complexe travail pour identifier la cause du problème, et le lien est très vite fait avec un autre incident survenu quelques mois plus tôt en avril. Le lancement d'un satellite soviétique s'était en effet soldé par un échec après qu'une vibration des boosters ait entraîné la dislocation de la fusée, tout comme pour la première sonde lunaire soviétique quelques mois plus tard. Et cette vibration a une explication qui est en fait assez facile à se représenter. Alors, pour se représenter la scène, on va faire quelque chose d'assez simple. On a une fusée avec en bas les moteurs qui la poussent vers le haut et le carburant liquide à l'intérieur. Sauf que les moteurs fusées, et c'est valable pour même les meilleurs, ont un problème. Ils ont de petites variations dans leur poussée qui provoquent des petites oscillations vers le haut. Alors c'est infime, mais parfois la fusée accélère un peu plus vite, parfois un peu moins vite, et ça provoque de petites variations dans la vitesse verticale. Sauf que c'est là que les choses se gâtent. Vous voyez quand vous êtes dans un bain et que vous vous amusez à amplifier les vagues en faisant le mouvement au bon moment pour leur donner plus de force. Eh bien c'est exactement ce qu'il se passe, mais avec toute la structure de la fusée, y compris son carburant, et verticalement au lieu d'horizontalement. Alors qu'elle est supersonique, la fusée va ainsi se mettre à osciller verticalement et vous vous en doutez, ce n'est pas bon du tout. Pour être légère, les parois d'une fusée sont souvent fines de quelques millimètres et elles emportent des centaines, voire des milliers de tonnes de carburant liquide. Et comme le carburant à l'intérieur est secoué de façon de plus en plus violente, eh bien, comme une bouteille d'eau que l'on secoue, il se tape contre les parois, contre celles des réservoirs ou des conduites de carburant qui amènent le carburant au moteur, et le bilan est toujours le même. Fuite, explosion du moteur, désintégration totale de la fusée, et autres joyeusetés. C'est ça l'effet Pogo. Alors bien sûr, il ne se produit pas toujours et pas toujours de façon violente. Pour avoir une harmonisation, donc à un moment où chaque vibration vient amplifier l'effet de la précédente, plein d'éléments jouent, le centre de gravité, la masse, la poussée des moteurs. Pour la première sonde lunaire soviétique, par exemple, on pensait le problème réglé, mais l'ajout d'un petit étage supplémentaire pour la pousser jusqu'à la Lune suffit pour le faire réapparaître. Et l'effet Pogo n'est pas nouveau. Je viens d'en parler, mais sa trace la plus ancienne remonte au lancement soviétique du 27 avril 1958 pour un satellite Sputnik avec une véritable suite d'instruments scientifiques. 9e lancement de l'histoire, il fut ainsi le premier échec soviétique et le 4e mondial. Et la liste des victimes de l'effet Pogo est encore longue. Les 3 premières fusées françaises Diamant en 1964, le premier vol de Diamant B en 1970 ou la 4e fusée lunaire soviétique N1 en sont de parfaits exemples. Mais c'est au cours du programme Apollo que l'effet Pogo s'est au sens strict du terme fait un nom. Après avoir déjà retardé les vols habités du programme Gemini, ces mortelles oscillations ont aussi frappé de plein fouet le programme Apollo. Les premier et second étages de Saturne V, par exemple, souffriront du problème de façon régulière pendant une bonne partie d'Apollo, parfois dans des dimensions assez inquiétantes. Lors d'Apollo 6 en 1968, premier vol sans équipage de la fusée Saturne V, les dégâts seront tels que, si un équipage avait été à bord, la capsule aurait été éjectée pour sauver les astronautes. C'est également dans le programme américain que l'oscillation gagnera le nom d'effet Pogo. Il fait alors référence au bâton sauteur, ou Pogo Stick en anglais. Quelques années plus tard, en 1970, c'est l'équipage d'Apollo 13 qui vivra un arrêt prématuré du moteur central du second étage, toujours à cause de ces mêmes oscillations. Et ce n'est pas qu'un problème qui appartient au passé. Lors du développement de fusées modernes comme Ariane 6, Vulcan, New Glenn ou encore d'autres, l'effet Pogo est toujours pris en compte. La structure est souvent conçue avec des systèmes anti-Pogo qui viennent casser la résonance des vibrations et limiter les dégâts. S'il est ainsi courant de détecter un petit effet Pogo, il est ainsi souvent suffisamment réduit pour ne pas menacer la fusée. Et puis, il y a le Starship.
Et ici, hélas, c'est un peu la philosophie de SpaceX qui se retourne contre eux. Vous le savez, l'entreprise a une philosophie basée sur construire et lancer rapidement, apprendre de ses erreurs et recommencer. Les nombreux essais au sol et simulations qui permettent de détecter l'effet pogo dans l'œuf sont ainsi quasiment absentes ici. Mais bon, jusqu'ici, tout se passait bien et pas de soucis en vue. Puis, le 16 janvier, SpaceX lance le premier Starship V2. Un peu plus long, ses réservoirs sont surtout agrandis en sacrifiant une partie de la coiffe pour augmenter les performances et lui permettre en théorie de rejoindre l'orbite. Le problème, c'est qu'avec ça, le Starship V2 change de poids et voit son centre de gravité modifié. L'effet Pogo, qui n'arrivait donc pas à se créer sur les Starship V1, devient dès lors possible et mène à des fuites de réservoirs et à un départ de feu dans ce que SpaceX nomme le grenier. En fait, c'est un espace entre le réservoir inférieur, celui d'oxygène liquide, et les moteurs. Ça mènera à un départ de feu, puis à l'explosion du véhicule. Pour le 8e vol, SpaceX tente ainsi un maximum pour minimiser le problème. De meilleurs systèmes pour éteindre un feu, une ventilation plus efficace pour évacuer le surplus de gaz, un essai statique de plus d'1 minute est mené au sol pour tenter de reproduire le problème et de l'éradiquer, et rebelote au vol 8. On a en effet vu plusieurs moteurs s'éteindre à quelques secondes d'intervalle, et un s'est même complètement détaché comme le montre une photo fuitée sur internet, ce qui irait dans le sens d'un mélange de carburant instable et inadapté menant à des explosions. Et pour un mélange inadapté où les proportions de méthane et d'oxygène ne sont plus respectées, il faut une fuite d'une conduite de carburant qui s'est probablement couplée à d'autres ennuis. Pas étonnant donc que SpaceX ait pris un maximum de précautions pour régler le problème avant le 9e vol, désormais imminent. C'est clairement la raison pour laquelle le 9e vol sera particulièrement tendu. Bien que certains le craignaient déjà, et j'en fais partie même si ça reste une opinion personnelle, il est possible que le problème ne soit pas réglable avec des entre guillemets petites modifications. L'approche la plus efficace pour s'en débarrasser consiste en effet à anticiper le problème dès le début de la conception de la structure et du gros d'une fusée, ce qui n'a pas été le cas avec le Starship. Et si le problème s'avère persister, le Starship V3 risque d'être une sorte de reboot complet du véhicule, ou du moins d'une partie, et ça annoncerait de lourds retards pour SpaceX. Je scruterai donc de très près ce vol avec vous parce que, sans faire mon oiseau de malheur, eh bien, il y a aussi de quoi être attentif. En attendant, si vous cherchez des fragments de météorites lunaires, martiennes ou autres, des peluches dans le thème de l'espace ou du matériel astro, n'hésitez pas à faire un tour chez Astroshop via le lien en description. De mon côté, eh bien, je vais faire de mon mieux pour suivre ça avec vous ainsi que le restant de la conquête spatiale, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Allez, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.